Chers collègues, cher Elias Zerrouni, vous inaugurez ce soir votre enseignement sur les grandes tendances de l'innovation biomédicale au XXIe siècle dans le cadre de la chaire d'innovation technologique Liliane Bettencourt. Un premier cycle de 5 années de la vie de cette chaire s'achève avec vous. Son premier titulaire, Jean-Paul Clausel, était aussi un médecin, un scientifique et le créateur audacieux d'une société de biotechnologie. Quel que soit son domaine, l'innovation requiert des qualités peu ordinaires. Une vision, d'abord, pour repérer une découverte susceptible d'application pratique. Il faut voir bien au-delà de la paillasse de son laboratoire. Une haute technicité pour mettre au point un produit qui devra faire ses preuves au long du temps. Un sens politique, une détermination et finalement du courage pour se lancer sur une route toujours difficile de l'innovation. Toutes ces qualités, vous les avez démontrées. D'abord en décidant de quitter votre Algérie natale à 24 ans pour apprendre le métier de radiologue aux États-Unis, au Johns Hopkins à Baltimore. Vous participez à la naissance de l'imagerie par résonance magnétique nucléaire, vous développez de nouvelles méthodes d'imagerie pour le diagnostic des cancers et des maladies cardiovasculaires, vous créez de nouveaux marqueurs qui permettent de suivre la trace des mouvements du cœur en 3 dimensions. Vos travaux donnent naissance à la prise de plusieurs brevets et de nombreuses publications. Chemin faisant, vos recherches vous amènent à côtoyer des informaticiens, des physiciens, des chimistes et des biologistes, à parler leur langage, à partager leurs problématiques, bref, à pratiquer sur le tas une recherche authentiquement interdisciplinaire. En 2002, alors que vous étiez vice-doyen de la recherche au Johns Hopkins, on vous propose de prendre la tête du NIH, National Institute of Health, la plus grande agence de recherche médicale au monde. Il s'agit d'un poste clé car, avant tout, la fonction du directeur du NIH est de décider de la stratégie de la recherche médicale. Ce que vous avez fait en établissant la feuille de route, Initiative Roadmap, de la recherche médicale du NIH, en favorisant la recherche croisée de ces 27 centres et instituts, et en promouvant une recherche clinique articulée étroitement à la recherche de base. Votre credo est de raccourcir le temps qui sépare la découverte scientifique de son application aux patients afin d'améliorer les stratégies de prévention, de diagnostic, de traitement et d'organisation des soins. D'ailleurs, vous créez un nouveau journal dont le titre résume à lui seul vos convictions, Science Translational Medicine. Puis, à partir de 2008, à l'issue de votre passage au NIH, votre hauteur de vue et votre expérience sont exploitées, sont mises à profit par les différents interlocuteurs qui vous demandent des missions, soit au niveau public, soit au niveau privé. Et vous avez été nommé récemment président Monde Recherche Développement chez Sanofi Aventis. Repérer les pistes de l'innovation biomédicale, c'est d'abord synthétiser de multiples paramètres, les confronter au réel, en peser les chances de succès et d'échec. C'est se tourner vers l'avenir. Non pas pour deviner ce qu'il pourrait être, mais pour décider ce qui doit être conduit dès à présent et comment il faut le faire. Quelle responsabilité! À l'arrivée de la route, c'est l'espoir d'une meilleure santé pour tous, habitants du Nord comme du Sud. Certains diront qu'il s'agit là de politique, d'autres de gestion, d'autres encore de science. En fait, il est indispensable qu'une large réflexion couvre l'ensemble de tous ces registres. Votre enseignement au collège constituera une orientation précieuse, tant pour les biologistes, les médecins, que pour les autres acteurs du monde de l'innovation, que sont les économistes ou les cadres du monde de la santé, public comme privé. Et je vous remercie au nom du collège de nous faire partager et votre expérience et vos idées. Merci. D'abord, je voudrais vous remercier, Pierre Cornvol, pour votre belle introduction. Et je voudrais remercier aussi Philippe Korilski, qui a participé au processus,
qui a fait que les membres du collège ont bien voulu me donner l'honneur d'être ici aujourd'hui, parmi vous. Et donc, je voudrais remercier mesdames et messieurs les professeurs. Et vraiment, je dois dire que c'est un grand privilège, un honneur que je ressens à pouvoir partager avec vous mon parcours personnel, professionnel, et en extraire des leçons à partir justement de ces expériences, et non pas à partir d'une connaissance théorique de l'innovation. Et donc, ce que je voudrais faire, c'est vraiment avoir une vue d'ensemble sur les éléments que j'appelle les éléments moteurs de l'innovation technologique, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde. Et je me rappelle toujours une anecdote, enfin une statistique qui m'avait été donnée par Norm Augustine, qui était le président de l'Académie d'Engineering des États-Unis. Il m'a dit, vous savez, si vous voyez les 100 gouvernements qui existaient en 1900, et vous vous demandez quels sont les gouvernements qui sont restés indemnes, intacts, il n'y en a que 2, sur les 100 qui existaient en 1900. Par contre, si vous posez la même question, et vous vous demandez la question, est-ce que parmi les institutions du savoir, Collège de France, universités, qui existaient au XVIe siècle, et vous prenez les 100 qui existaient au XVIe siècle, et vous prenez 100, et puis vous vous posez la question, combien existent aujourd'hui encore en activité? La réponse est 75. Donc 75% des institutions de savoir, dont le Collège de France, résistent au temps, alors que les gouvernements ne résistent pas du tout. Donc la science bat les gouvernements, 75-2. Mais l'essentiel de ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, les institutions du savoir, comme le Collège de France, sont des institutions essentielles à la transmission des connaissances qui permettent le soutien de l'innovation. Et c'est en fait ça le sens de ma présence ici, le sens de votre invitation, le sens de l'honneur que j'ai d'occuper cette chaire pour cette année. Donc ce que je voudrais faire d'abord, c'est partager avec vous une vue personnelle sur les origines profondes de l'innovation. Parce que je crois qu'avec l'expérience que nous avons, on se demande toujours, mais ça vient d'où l'innovation? C'est quoi l'innovation? C'est une question profonde. Et ma réponse, que je partage avec vous, c'est la suivante. En fait, on sait très bien que l'univers a commencé par un Big Bang original. Ce Big Bang a existé il y a 14 milliards d'années à peu près, et de là vient l'univers. On sait aussi que le système solaire a été formé il y a 5-6 milliards d'années. Et on sait aussi que la formation de la Terre a commencé à 4,5 milliards d'années. Je sais que j'ai beaucoup de collègues astrophysicists et physiciens, vous me pardonnez les inexactitudes s'il y a des erreurs de temps, mais la clé, c'est qu'en fait, nous sommes tous issus d'un Big Bang. Et c'est la compréhension actuelle de la notion de Big Bang. Mais je crois qu'il y en a 2 autres. Il y a 2 autres Big Bang qui ont été essentiels pour la planète Terre. C'est d'abord le 2e Big Bang, l'apparition de la vie sur Terre. Mais pourquoi c'est important et pourquoi ça se relie à l'innovation? C'est parce que, à travers l'apparition de la vie, un mécanisme de transfert d'informations s'est créé, à travers justement le passage de matériel génétique de génération en génération, à travers l'ADN, ses mutations, sa sélection naturelle vers les organismes les plus adaptés, donc l'évolution naturelle de Darwin, qui a vraiment été la force dominante de l'évolution de la Terre depuis l'apparition de la vie. Mais il y a un 3e Big Bang. Et le 3e Big Bang, c'est l'apparition de l'intelligence humaine. Parce que pendant 2,5 milliards d'années, il n'y avait pas eu un organisme qui avait apparu, qui était capable de changer son environnement, comme les êtres humains l'ont été, il y a à peu près 150 000 ans. Et selon les études génétiques que nous avons faites du génome humain, il se trouve qu'en remontant le temps, la tribu fondatrice de toute l'humanité actuelle consistait de pas plus de 10 000 individus, avec peut-être 4, ce qu'on appelle les mères originales, c'est-à-dire les 4 femelles qui avaient créé à l'origine de cette tribu, qui ensuite a quitté l'Afrique, s'est répandue à travers le monde, avec une autre force majeure, aussi puissante que l'évolution naturelle, la capacité non pas de transférer l'information génétiquement, mais de transférer l'information à travers les générations successives, par l'éducation,
et bien sûr transférer les technologies innovantes à travers le développement des outils et les technologies de base. Et donc, d'après moi, le début de l'innovation, ce n'est pas les universités, ce ne sont pas les institutions de recherche, ce ne sont pas les NIH ou les INSERM du monde, c'est une qualité innée qui a existé depuis des milliers d'années et qui s'exprime encore aujourd'hui. Et ça, pour moi, c'est un phénomène très, très important, et parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, cette qualité naturelle existe et est distribuée dans tous les peuples du monde. Le fait que la variabilité génomique de toute la race humaine est très petite, nous sommes identiques à 99,9% dans notre génome, veut dire qu'il y a une distribution naturelle qui est probablement égale à travers toutes les sociétés. Il y a des innovateurs, il y a des créateurs, probablement en proportion égale. Donc, qu'est-ce qui explique que dans une civilisation, l'innovation réussit et souvent échoue plus tard? Il y a des civilisations qui perdent leur capacité innovatrice, d'autres qui les gagnent. Et donc, à la fin, on doit conclure que l'innovation n'est pas un caractère inné à certains peuples, mais que c'est une caractéristique distribuée, c'est mon avis, et c'est l'environnement qu'on fournit aux innovateurs qui détermine en fait le succès ou l'échec de l'innovation. Donc pour moi, je commence toujours avec la base fondamentale qui dit que l'innovation existe. L'innovation est une qualité innée qu'on peut encourager, qu'on peut accompagner, qu'on peut souvent décourager et détruire, mais qu'on ne crée pas. Donc il est très important de comprendre d'où je viens, si vous voulez, de ce point de vue théorique. En fait, un psychologiste, Abraham Maslow, en 1943, avait fait la liste ou la hiérarchie des besoins humains, avec bien sûr l'air, l'eau, la nourriture d'abord, ensuite la sécurité personnelle, la sécurité de la famille, bien sûr santé et reproduction, ce sont les besoins essentiels. On ne passe pas à un besoin supérieur tant qu'on n'a pas satisfait le besoin inférieur, c'est sa théorie. Donc le besoin d'avoir une famille, un groupe social, ensuite des croyances, respect, self-respect, l'humanité, la moralité, la culture, les arts. C'est une hiérarchie des besoins qui, en fait, à l'histoire de l'humanité, est en train d'être satisfaite, si vous voulez, à travers l'innovation, bien sûr, parce que l'innovation technologique est une caractéristique innée pour répondre à des besoins. Donc, caractéristique innée qui a créé la capacité, justement, de satisfaire ces besoins. Donc, on voit les technologies de l'élevage et de l'agriculture, on voit l'apparition des technologies d'irrigation, les technologies militaires, toujours présentes, et ensuite les technologies de santé et de médecine. La première évidence de santé médicale, ce sont des dessins dans des caves en Chine qui montrent les premiers traitements de fractures. Ensuite, on voit les plantes médicinales, il y a 8000 ans. On voit aussi des instruments chirurgicaux en Égypte, au temple de Karnak. Il y a une description d'instruments chirurgicaux avec justement une facture médicale, avec la facture du médecin au malade. Et ce qui est très important de savoir, c'est que en fait, ce rapport médecin-malade a évolué énormément depuis, mais il y a toujours la facture. Ensuite, bien sûr, innovation en obstétrique, en chimie, en ophtalmologie, à peu près 1000 ans avec la médecine arabe, et ensuite, bien sûr, la découverte du microscope, la théorie cellulaire, des germes, vaccins, ici en Europe depuis 200 ans, avec une explosion de l'innovation et de la connaissance. Donc, une définition, si vous voulez, qui n'est pas parfaite, parce qu'il n'y a pas de définition parfaite, c'est qu'en fait, pour moi, l'innovation, c'est la combinaison des procédés, des circonstances, des actions, en fait, l'environnement de l'innovateur, par lesquels les concepts, les observations, les découvertes ou les connaissances nouvelles de l'innovateur sont mises en pratique et diffusées pour répondre aux besoins de l'humanité. C'est une définition comme une autre, elle n'est pas parfaite, mais elle suit les tendances principales de la définition d'innovation. Donc, si on accepte le fait que l'innovation est là pour répondre à des besoins humains, il faudrait peut-être passer un peu de temps à définir quels sont ces besoins en santé et en recherche biomédicale. Donc la première partie de ma leçon que je voudrais partager avec vous, c'est de vous donner mon avis sur les grands défis, les grandes tendances
actuelles en médecine et en santé publique. D'abord, il faut bien comprendre qu'il y a un paradoxe fondamental en santé. C'est que plus la médecine réussit, plus elle coûte cher. En prolongeant la durée de vie, bien sûr, en fournissant des soins de plus en plus intensifs, on arrive à transformer les maladies aiguës en maladies chroniques, et les avancées médicales, par nécessité, augmentent les coûts sociaux et les coûts directs de santé. Un autre point important, c'est que la médecine, historiquement, avait toujours été considérée comme un privilège que certains pouvaient se permettre en ayant accès à un médecin. Maintenant, la médecine est considérée comme un droit humain. Et donc, il y a une obligation pour les politiques et les faiseurs de décisions de satisfaire ce droit humain qu'on ne peut pas ignorer et qu'on doit distribuer de la manière la plus égale possible. Tout cela, ce sont des moteurs de dépenses économiques qui sont devenus maintenant un des problèmes numéro un à travers le monde, le coût des dépenses de santé qui augmente à une vitesse plus grande que le développement économique dans beaucoup de pays, développés en particulier, les États-Unis en particulier, et qui donc change complètement le dialogue politique vis-à-vis des coûts de santé et vis-à-vis de l'innovation en médecine. Juste comme point de référence, ça coûte à peu près 2 000 $ par an à l'âge de 40 ans pour avoir des soins de santé, et ça monte à 25 000 et plus à l'âge de 75 ans. Ça double pratiquement tous les 10 ans après l'âge de 60 ans. Donc, un problème essentiel, c'est le défi des dépenses de santé. Et on ne peut pas parler de santé, santé publique, recherche biomédicale en tant que decision maker sans parler du coût des produits de la santé. Aux États-Unis, c'est le problème numéro un, parce que les coûts de santé diminuent la capacité de la société d'investir dans l'innovation et la recherche et dans d'autres besoins sociaux comme l'éducation. Donc c'est un problème qu'il faut régler, il faut trouver une solution. Et il faut bien se rendre compte que ces coûts de santé ne sont pas distribués également. En fait, 75% des coûts de santé sont reliés aux maladies chroniques et 20% des malades occasionnent 80% des coûts. Donc il y a une distribution très inégale des coûts de santé vis-à-vis des utilisateurs de la santé. En fait, quand on voit les moteurs essentiels de la santé publique, on se rend compte que le moteur essentiel numéro un, c'est l'augmentation des maladies chroniques, leur durée, le nombre de gens qui sont affectés, le vieillissement de la population, et ensuite la disparité de santé globale, non seulement globale entre pays, mais à l'intérieur même d'un pays. Et comme je vous l'ai dit, il y a une acceptance mondiale du fait que la santé, c'est un droit humain. Donc on doit la distribuer avec le moins de disparités possible, comme on distribue la justice et le reste. Et bien sûr, il y a de nouveaux défis avec les maladies infectieuses qui sont émergentes et réémergentes dans le monde. Et bien sûr, nous avons maintenant des maladies non infectieuses qui émergent. Par exemple, l'Organisation mondiale de la santé dit que entre les âges de 25 et 44 ans, la dépression va devenir la cause numéro un de disabilité, de handicap. L'obésité, vous connaissez le problème, c'est une épidémie qui va changer en fait l'épidémiologie mondiale et, comme on le dit bien, la forme du futur est celle-là, selon l'économiste en 2003 qui avait dessiné en fait le futur. Et donc, effectivement, nous devons penser aux maladies chroniques comme un défi central, un défi essentiel de la santé. Et en fait, quand on pense à l'obésité, la raison pour laquelle l'obésité est un problème majeur, c'est qu'elle a des comorbidités essentielles, le diabète de type 2, qui lui-même amène des maladies comme les maladies cardiovasculaires, rénales, ophtalmologiques, neurologiques, les maladies infectieuses, à tel point que nous avons créé un nouveau mot médical pour représenter la connexion entre diabète et obésité, diabésité. Parce que c'est vraiment un ensemble de manifestations pathologiques qui doivent être traitées de manière holistique. Et en fait, quand on voit ce changement, on doit se poser la question, puisque nous devons guider l'innovation, quelle est la stratégie fondamentale ? Or, la stratégie fondamentale, je vais essayer de la résumer en 2 diapositives, en essayant de vous faire comprendre la relation entre coût et le moment d'intervention médicale. En fait, si vous voyez une maladie chronique, les maladies chroniques en général existent
pendant plusieurs années avant de se manifester cliniquement. Donc, il y a 3 phases que l'on décrit du point de vue médical. Les phases précliniques, où il n'y a aucun symptôme. Les phases cliniques, mais tolérées, c'est-à-dire compensées, où il y a des symptômes, il y a des signes évidents. Et puis des phases décompensées ou des phases intolérables. Donc, ici, c'est la zone intolérable, si vous voulez, la zone compensée et la zone préclinique. Or, en fait, la médecine, depuis des milliers d'années, n'a intervenu qu'au moment où il y avait une perte de fonction ou une douleur ou un signe particulier. Donc, en fait, le moment d'intervention, le traitement curatif, arrivait toujours dans la période de décompensation. Or, il se trouve que, du point de vue coût, c'est la période la plus chère, la plus difficile à gérer. Peut-être pas dans une maladie aiguë qui arrive sans prévenir un accident ou quelque chose d'imprévisible, mais dans la majorité des maladies chroniques, qui quand même constituent 75% des coûts, il y a un moment préclinique qui dure depuis très longtemps. Et ce n'est pas seulement le diabète, ce n'est pas seulement les maladies cardiovasculaires, c'est le cancer, c'est la majorité des maladies chroniques ont un temps de latence. Et donc, la stratégie, si vous voulez, la stratégie centrale des 25 dernières années et la stratégie centrale du futur se traduit comme une prise en charge, si vous voulez, plus précoce, c'est-à-dire détection plus précoce et intervention plus précoce, pour essayer de modifier le cours de la maladie. En fait, c'est la stratégie actuelle. Quand on essaye de traiter, par exemple, le cholestérol élevé avec des statines, c'est pour essayer de ralentir l'évolution de l'artériosclérose. Quand on traite les maladies du diabète avec des hypoglycémiants, ce ne sont pas des traitements curatifs, ce sont des traitements qui ralentissent l'évolution de la maladie, mais à terme, le malade va devenir diabétique insulinodépendant. Donc la prise en charge des symptômes est effectivement bonne, ça réalise des économies, c'est sûr, mais à la fin, ce n'est pas une solution finale pour le problème des maladies chroniques. L'idéal, en fait, ce serait de trouver des méthodes de préemption de la maladie et donc d'intervenir beaucoup plus tôt dans la phase préclinique, au moment où les dommages irréversibles de la maladie n'ont pas encore eu lieu et où on peut changer en fait, le cours de cette maladie et peut-être même arrêter le développement de la maladie. Cette stratégie, c'est la stratégie du futur. C'est la stratégie dont nous parlons tous, non seulement aux États-Unis, ici en France, mes collègues, tout le monde sait qu'il n'est pas possible de soutenir les coûts de santé sans un changement radical de stratégie médicale. Et donc, il est important pour l'innovation de servir ces besoins. Et en fait, on arrive à le faire. Je vais vous donner l'exemple de l'arthrite rhumatoïde. Et ici, vous voyez 3 étapes de l'arthrite rhumatoïde, précoce, intermédiaire et tardive, où vous voyez la déformation progressive. En fait, il y a eu une révolution dans le traitement de l'arthrite rhumatoïde. Il y a eu le développement des facteurs anti-TNF qui a pratiquement révolutionné la progression de la maladie. On arrive maintenant à ralentir énormément la progression de la maladie. Il y a des malades qui réagissent. Toujours pas positivement, mais la grande majorité des malades le font. Mais depuis 2006, nous avons des pistes génétiques qui nous donnent la possibilité de comprendre et possiblement d'arrêter le développement de la maladie dès son départ. Donc ça, c'est une évidence qu'effectivement, la méthode dont je parle montre déjà des résultats. Il y a d'autres exemples, bien sûr, mais ce que je voudrais résumer pour vous, c'est le fait qu'on va passer d'une médecine curative à une médecine préemptive. On va passer d'une médecine réactive à une médecine proactive, à travers 4 piliers fondamentaux. Ces 4 piliers, c'est la capacité prédictive, c'est-à-dire est-ce qu'on peut vraiment prévoir qui a un malade, par exemple, avec un symptôme précoce, un prédiabétique, qui parmi ceux-là pourra être traité. Par exemple, on sait très bien que sur une population de patients avec un cholestérol élevé, seulement 10 à 15% de ces malades auront un événement critique comme un infarctus du myocarde ou un stroke, un ictus. Donc, 85 à 90% des malades sont traités aujourd'hui parce que nous sommes incapables de prévoir ou de prédire
quel est le malade qui a vraiment besoin du traitement et quel est le malade qui n'en a pas besoin. Donc la capacité prédictive de la médecine doit augmenter pour pouvoir le faire. Nous nous sommes rendus compte depuis 15-20 ans que la réponse au traitement est très personnalisée, qu'en fait il y a des facteurs non seulement génétiques mais environnementaux qui déterminent à l'échelle personnelle la possibilité justement de retrouver une santé. Et bien sûr, quand on connaît les phénomènes essentiels de la pathobiologie de la maladie, on peut bien sûr imaginer une préemption. Par exemple, les recherches qui ont démontré que le cancer du col utérin était dû à des virus, à travers la découverte de biomarqueurs qui ont montré qu'en fait les virus étaient associés, et ensuite la preuve par Zurhausen que c'était une cause, ont permis ensuite la compréhension du mécanisme et ensuite la préemption à travers un vaccin. Et ainsi de suite, je pense que les recherches biomédicales vont se diriger dans ce sens. Il faudra bien sûr un changement dans la position sociale, la position de la société, de toutes les zones, enfin toutes les forces sociopolitiques pour encourager ce phénomène. Mais ce qui va changer énormément, c'est que si on intervient à ce stade-là, les malades ne seront pas malades. Les malades seront en bonne santé. Donc il faudra avoir une participation, si vous voulez, volontaire de l'individu. Or c'est là où c'est le quatrième pilier, le pilier participatif, va devenir essentiel. Mais pour que ce pilier marche, j'ai acquis la conviction personnelle qu'il ne marchera pas si, en parallèle à l'innovation technologique, nous ne poussons pas aussi ce que j'appelle l'innovation sociale en santé. Et les deux catégories d'action, sociale et technologique, sont en fait des formes d'innovation. Parce qu'en fait, c'est une manière de découvrir de meilleures manières d'organiser la société pour accomplir un but santé. Alors, d'après moi, il est clair qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes qui ont émergé depuis les 50 dernières années avec des pilules magiques. On peut beaucoup aider la proportion de malades où on pourrait prévoir qu'il n'y aura pas de réponse positive sans traitement, mais à terme, il faudrait aussi encourager l'innovation sociale et politique pour développer un concept central d'après moi, le concept que j'appelle embedded health qui veut dire santé insérée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au fond, si on voit bien l'épidémiologie des maladies chroniques, on se rend compte que dans 50% des cas, ce n'est pas l'attitude individuelle du malade qui a créé la maladie, c'est en fait le mode de vie social qui a changé l'environnement. Mais il est clair qu'en répétant tout ce qu'on dit au message individuel, dire à la personne « vous devez changer votre comportement », que ces méthodes dirigées sur l'individu qui est dans un environnement qui ne s'aligne pas avec les besoins de santé est actuellement très difficile à réaliser, très cher, très difficile. Et donc le concept de santé insérée, c'est exactement quoi? C'est-à-dire, c'est de dire qu'il faut changer notre environnement de manière que la voie santé soit la voie obligatoire. Alors je vais vous donner des exemples. L'Organisation mondiale de la santé a montré que les accidents de trafic, de voitures, sont maintenant la 4e cause de mortalité. Or, on peut mettre la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité est efficace. Ça a pris 50 ans pour avoir à peu près un taux d'acceptation de 75 à 80%. Pourtant, l'OMS, avec un projet qui avait été dirigé par le NIH, a montré que la méthode la plus efficace, qui coûtait le moins cher et qui sauvait le plus de vies, était le DODAN. Quelle est la différence entre la ceinture de sécurité et le DODAN? La ceinture de sécurité est un acte volontaire. Le DODAN est inséré dans l'environnement, est embedded, vous n'avez pas de choix. Et ça réduit la mortalité de 50%. Je vous donne un autre exemple. 100 grammes, 100 calories une tranche de pain est une quantité de calories de 100 calories. 100 calories, en fait, ça correspond à peu près à 1 km de marche. Mais si on fait le calcul et qu'un individu prend 100 calories par jour en excès de sa dépense, sur une année, ça représente 4,5 kg de poids. Vous multipliez ça sur 20 ans et vous vous rendez compte que des petits effets qui sont extrêmement difficiles à détecter ont des impacts plus importants que les effets aigus d'une épidémie de vaccins, de grippe, et avec toutes les histoires de vaccins attachées à ça. Il est étonnant de voir qu'on réagit beaucoup plus fortement à une crise aiguë
ces crises sous-jacentes qui vraiment touchent la société avec des petits changements dont on ne se rend pas compte. En fait, toutes les décisions urbaines, de développement urbain, de transport, d'accès à la nourriture que nous avons réalisées pendant les 50 dernières années avec le progrès, ont eu des effets néfastes qui ne sont pas corrigés et qui ne pourront pas être corrigés sans avoir un effet justement contraire avec une santé insérée dans notre environnement avec des mesures progressives. Je vous donne un exemple personnel. Il y avait 2 directeurs de société, 2 présidents aux États-Unis qui se plaignaient au directeur du NIH en disant « Écoute, on fait nos progrès de santé, on fait nos cours de comportement individuel, nos salles d'exercice, rien ne marche. » Je leur ai dit, écoutez, je vous fais une proposition parce qu'ils avaient leurs quartiers généraux l'un à côté des autres, l'un à côté de l'autre. Je lui ai dit, je vous fais une proposition qui ne vous coûtera rien, si vous êtes prêt à l'accepter. Et ils me disent quoi? Je lui ai dit, écoutez, vos quartiers généraux sont à peu près à 500 mètres de distance. Vous avez des parkings adjacents. Faites un changement de parking, un swapping. Swap de parking, c'est-à-dire que vos employés iront dans le parking du voisin et ses employés iront dans votre parking. Ce qui fait que pratiquement, ça faisait 500 mètres 2 fois, 1000 mètres. Solution gratuite. Vous savez ce qui a bloqué la solution? Les avocats. Parce qu'ils ont dit, s'il arrive un accident de ton employé, dans mon parking, mon assurance, etc., etc. Donc, innovation sociale nécessaire pour changer justement ce parti pris contre les changements d'environnement comme étant un environnement santé plutôt qu'un environnement de maladie. Donc, pour réduire les coûts de santé, il faut s'engager dans une transformation progressive de notre environnement de vie et il ne faut pas l'ignorer. Je suis scientifique, je m'occupe de biologie, mais je pense qu'en tant officiel de santé publique, il est important de le dire. Par exemple, quand on augmente les taxes sur les cigarettes, on diminue la consommation. Ce n'est pas une action de santé, ce n'est pas une pilule, c'est une action sociopolitique. Et ainsi de suite. Donc, il est important de concevoir, si vous voulez, l'innovation donc au caractère inné, les besoins en santé comme étant à une période de transition où on passe d'une phase de maladie aiguë, courte, mortelle, à une phase de maladie chronique, longue et non mortelle, avec des maladies qui sont en fait environnementales et auxquelles on doit développer de nouvelles innovations pour les résoudre. Je voudrais passer maintenant à des leçons personnelles que j'ai récupérées, que j'ai apprises à travers mon expérience professionnelle. Et la première des choses, c'est qu'il y a une convergence absolument inexorable entre les sciences physiques quantitatives et les sciences biologiques. Et ça a un impact extrêmement important, non seulement sur ma carrière, mais surtout sur toutes mes politiques qui m'ont mené à être dirigeant du NIH. Deuxièmement, l'innovation, comme je l'ai dit, ne peut pas marcher dans un environnement où la question dominante, c'est pourquoi, why, au lieu d'être pourquoi pas, why not. L'attitude fondamentale de la société qui entoure l'innovateur doit être une société de pourquoi pas. Si on a trop de pourquoi dans la société, on ne réussit plus à encourager l'innovateur. C'est une expérience personnelle que je vous raconterai. Et troisièmement, il faut absolument casser, comme l'a dit Pierre dans son introduction, casser les silos disciplinaires qui se sont accumulés au XXe siècle et au début du XXIe siècle, parce qu'il n'est pas possible de conduire une recherche biomédicale efficace sans équipe interdisciplinaire. Or, tous les silos sont en fait des obstacles à une médecine et une recherche plus efficace. Personnellement, mon trajet a commencé en 1973. On m'a montré les premières images de CAT scan, de tomodensitométrie, qui avait été développé par Godfrey Hansfield, qui a ensuite reçu le prix Nobel 5 ans plus tard. C'était la première image à droite d'un scan du cerveau, avec, sans invasion, le diagnostic d'un abcès du cerveau. Et puis, j'avais un oncle qui était radiologue, qui me racontait comment c'était acquis. Or, il se trouve que personnellement, j'avais une formation mathématique et physique plutôt que biologique. Mon père était professeur de mathématiques, mais j'étais intéressé à la médecine parce que j'avais fait du volontariat dans les montagnes en Algérie. J'avais vu un peu les besoins et puis j'avais été influencé par cet oncle. Et ce jour-là, je me suis dit, tiens,
1 plus 1 égale 3. D'un côté, je pourrais utiliser mes capacités physiques, mathématiques, et d'un autre côté, c'est de la médecine. Je me suis donc lancé dans les recherches tomodensitométriques parce que je trouvais que c'était vraiment peut-être à ce moment-là une vague du futur. Mes premiers travaux, et ça c'est une histoire que je voulais partager avec vous parce qu'elle a été déterminante. Les premiers travaux ont été sur le problème de différencier des nodules du poumon qui étaient soit bénins, soit malins. Dans ces années-là, quand on avait un nodule du poumon, les médecins n'arrivaient pas à différencier cancer de tumeur bénigne. Et donc, ce qui se passait, on était opéré. On était opéré, la tumeur était enlevée, et dans les 2/3 des cas, le chirurgien venait vous voir au lit du malade et disait « Monsieur, félicitations, la tumeur est bénigne. » Donc, pas de problème, les malades étaient contents. Dans 63% des cas, dans 33%, le reste, c'était un cancer. Mais ce qui était important, c'est qu'il y avait 2% à 3% de mortalité. Donc, 2 malades sur 3 mouraient en opération à cause d'une tumeur bénigne. Donc, on avait essayé de trouver des méthodes non invasives de diagnostic et on avait su, par d'autres études qui avaient été faites à la Mayo Clinic, que les nodules pulmonaires bénins avaient un contenu de calcium plus élevé que les tumeurs malignes. Donc, je me suis dit, bon, tiens, avec les scanners tomodensitométriques, on peut mesurer l'absorption des rayons X, et en mesurant l'absorption des rayons X, en sachant que le calcium absorbe plus de rayons X, j'ai dit, tiens, on va pouvoir reconstruire ça, et on va faire des calculs numérisés, on va trouver le contenu de calcium des nodules. Une idée simple. Donc je vais voir mon professeur, Stanley Siegelman, et je lui dis, voilà, peut-être qu'on peut utiliser cette méthode quantitative en biologie à une époque où vraiment ce n'était pas une idée dominante. Et sa réponse il n'était pas du tout dans les sciences physiques, il me dit, écoute, j'ai jamais entendu parler d'une histoire pareille, je ne sais pas si ça va marcher, mais pourquoi pas? Why not? Et il m'a donné 3 mois de moyens de recherche pour commencer ces études-là. Et c'est ce qui a déclenché, si vous voulez, ce projet. Et c'est là où j'ai appris que, 1, il fallait marier les sciences quantitatives et les sciences biologiques, et 2, il fallait prendre des chances. Et donc, ça a marché. Au bout de 2 ans, on avait démontré qu'effectivement, on pouvait mesurer le calcium. C'était difficile, mais on pouvait le faire. Et non seulement ça, mais on pouvait éviter la chirurgie à plus de 30 à 40% des malades parce qu'on était très précis sur le diagnostic. Malheureusement, tout de suite après la publication de nos résultats, controverse, d'autres groupes à travers les États-Unis essayent de reproduire nos travaux et n'arrivent pas. Donc, controverse énorme. Les travaux de l'équipe de Johns Hopkins ne sont pas cachers, il y a quelque chose. C'est super, hein, la controverse. C'est très bien pour votre carrière, une controverse. En politique, à Washington, on dit que la seule chose pire qu'une controverse, c'est de ne pas avoir de controverse. Pourquoi? Parce que ça vous fait remarquer, et puis surtout si vous gagnez l'argument. Donc, ce qui m'avait vraiment motivé à ce moment-là, c'est de faire des études, de comprendre pourquoi, justement, les autres chercheurs n'arrivaient pas à réussir. Donc, je me suis engagé dans la recherche de tomographie, et nous avons trouvé les raisons fondamentales. D'ailleurs, il se trouve qu'une des raisons fondamentales était due à un algorithme qui était utilisé par les fabricants, qui était basé sur la mathématique de Fourier, sur les séries de Fourier. Fourier qui était en fait un officier de l'armée de Napoléon, qui avait découvert qu'on pouvait représenter toute fonction à travers une série de sinusoïdes, si vous voulez, avec des fréquences et des amplitudes, des phases différentes. Enfin, je vous évite les détails. Mais le problème qu'il y avait, c'est que, justement, quand on veut représenter quelque chose qui change de manière très progressive, les séries de Fourier sont très bonnes. Mais dans le poumon n'absorbe pas les rayons X, parce que c'est de l'air, tandis que les nodules absorbent les rayons X. Donc il y avait un effet extraordinaire de changement de densité, de changement d'absorption, qui faisait que tous les algorithmes qui étaient utilisés, en fait, ne marchaient pas toujours pour mesurer le calcium dans les nodules pulmonaires. Nous avions corrigé ça au niveau de notre scanner, mais ce n'était pas corrigé au niveau des autres scanners. Donc, découverte de ces facteurs, on crée une méthode de calibration. Surprise, surprise, toutes les grandes compagnies d'imagerie refusent le brevet que nous avions présenté
la méthode que nous avions présentée. Pourquoi? Écoute, Elias, ça va décourager les chirurgiens, et les chirurgiens sont nos meilleurs clients. Donc j'ai appris la leçon suivante, c'est que le marché détermine aussi le succès de l'innovation au moment même où ça se passe. Donc il faut comprendre en fait la dynamique du marché et les intérêts qui sont en place dans ce marché pour pouvoir justement guider l'innovation. J'ai eu de la chance parce que les compagnies d'assurance ont suivi ce phénomène et ensuite ont insisté que ce test devait être fait parce que ça a évité 50% de chirurgie inutile. Donc c'est le payeur qui avait en fait encouragé l'adoption de l'innovation pour réduire les coûts de santé. Une leçon qui ne m'a pas échappé. C'est ensuite que j'avais décidé de créer une start-up justement pour lancer cette calibration. Et l'aide que j'ai reçue, c'était en fait l'aide des compagnies d'assurance, non pas des compagnies d'imagerie. Donc une leçon pour l'innovateur technologique. Donc on continue. Et ça, pour moi, c'est connecté profondément à l'ANEC. J'ai toujours considéré l'ANEC comme un des fondateurs, membre de ce collège, un des fondateurs du mariage des sciences physiques et des sciences médicales, avec l'auscultation. Et j'ai toujours pensé qu'un des fondements de la recherche biomédicale, c'est l'interface entre ces deux mondes. Et donc, je me suis engagé dans la résonance magnétique parce que là aussi, il y a une interface entre les champs radiomagnétiques et les tissus, et l'interaction entre les deux est porteuse d'informations biologiques. Donc, je vais en résonance magnétique à partir de 1985. Jeune radiologue, fait du bon travail, donc on me donne la direction de l'unité. À ce moment-là, on se rend compte que l'anatomie, c'est joli, mais qu'il faut développer des méthodes de mesure physiologique. Et la première des méthodes que nous découvrons, c'est ce qu'on appelle le magnetic tagging. C'est-à-dire c'est une manière de labelliser les tissus en invertissant le magnétisme local avec des algorithmes je vous passe les détails, des algorithmes de stimulation radio. Et ça crée ces bandes qu'on voit ici sur le myocarde. Donc ici, c'est le cœur, c'est le ventricule gauche, le ventricule droit, le thorax, ici l'abdomen. Et vous voyez, ces lignes sont imparties au moment où le cœur est relâché, à la diastole. On envoie un pulse de quelques millisecondes, et donc ça marque le cœur. Et ensuite, bien sûr, comme ça persiste, on peut voir le cœur se contracter, et on peut voir les déformations de ces lignes qui vous donnent ici en fait toute la contraction cardiaque. C'était la première découverte de ce brevet. Ensuite, on a monté une équipe multidisciplinaire qui continuait à faire ce travail en 3 dimensions. Et donc, on est arrivé très vite à découvrir une méthode non invasive qui était absolument quantitative et précise pour mesurer la contraction cardiaque et donc l'utiliser dans beaucoup d'études, en particulier les études, par exemple, pour étudier les médicaments qui changeaient l'hypertrophie myocardique et ainsi de suite. De là est venue notre recherche qui a continué, si vous voulez, entre le mariage des phénomènes physiques et des phénomènes biologiques, en comprenant que le flot des particules, des globules rouges et du fluide dans les vaisseaux était un signal qu'on pouvait utiliser pour recréer une image d'angiographie sans avoir à injecter de produit, sans avoir à mettre d'aiguilles, de cathéter. Ça, c'est une des premières images qui avait été obtenue. Si c'est de 1900, c'est dans les années 80, donc c'est assez vieux, de mon laboratoire. Mais ce qui nous avait vraiment intéressé, c'est que tout de suite après, on avait mis ça en pratique en clinique, jusqu'au jour où cette dame est venue. Elle avait des emboles, donc des blocages de vaisseaux dans ses membres inférieurs, que personne n'avait compris. Nous les avons étudiés, nous avons vu ici, ça c'est la colonne vertébrale, ici avec la moelle épinière, le cœur qui bat, le ventricule gauche, ça c'est l'aorte, et on voyait ce petit signal dans l'aorte qui n'est pas normal. On s'est tout de suite dit, tiens, il doit y avoir un caillot de sang, c'est peut-être de là que ça vient. On savait qu'effectivement il y avait des ulcères d'aorte qui pouvaient créer ces caillots, mais comment prouver ça? Donc on fait une équipe, on se met d'accord, et puis on dit, tiens, on va développer un algorithme qui pourra permettre aux médecins de visiter l'intérieur du corps humain. En fait, c'est de la science-fiction. Donc on développe tout de suite en équipe un algorithme de reconstruction qui, en fait, au lieu d'être externe, comme du point de vue du point d'observation, est interne.
comme un avion dans les vaisseaux. Et là, je vous montre le résultat de ça. On navigue ici dans l'aorte. Alors ça, ce sont les vaisseaux carotidiens, la carotide. On descend dans l'aorte et on voit ce caillot qui est attaché au mur aortique. On descend, on le suit. Et puis une fois qu'on l'a vu, on a décidé de remonter, on pilotait pratiquement à l'intérieur. On a vu le point d'attache. Et c'est comme ça qu'on a pu traiter cette malade avec une méthode très simple de cathéter et d'enlever le caillot qui bloquait en fait la raison. Donc, dernière leçon personnelle, c'est qu'il fallait absolument trouver des méthodes d'encouragement de recherche interdisciplinaire. Une des choses que j'ai faites donc à l'université Johns Hopkins, j'avais créé 3 instituts de recherche interdisciplinaire qui n'avaient pas de silo. Tout le monde pouvait venir et travailler ensemble, un sur la génomique, un sur les cellules souches et un sur les sciences de base, donc en mélangeant mathématiques, informatique, et ainsi de suite. Ce qui m'a rendu connu aux États-Unis comme étant quelqu'un qui encourageait ce genre de travail et donc élu à l'Institut de médecine et ensuite le NIH. On m'a demandé d'être directeur du NIH à ce moment-là. Pourquoi? Je ne sais pas. Vraiment, moi-même, ça m'a beaucoup surpris. Venir d'Algérie, une formation francophone, aux États-Unis, devenir 15e directeur du NIH, ça me semblait complètement impossible. Mais en fait, c'est dans la tradition, si vous voulez, de dire le mérite compte plus que l'origine, ce qui a permis en fait à l'innovation aux États-Unis de grandir. Ça, c'est un exemple en fait qui m'a encouragé parce que je me suis dit, il faut absolument servir dans la capacité qu'on vous offre pour pouvoir justement encourager encore plus. Parce que l'innovation est présente dans le monde entier, à travers le monde, il faut l'enrichir. Donc, je deviens directeur du NIH. C'est une institution assez large avec un grand budget de 30 milliards de dollars, 300 000 chercheurs. Donc, je vous passe les détails. Et voilà le problème, c'est qu'une agence comme ça fait partie d'un écosystème. Elle n'est pas indépendante. C'est une agence qui fait partie d'un écosystème qui consiste en le FDA, le Congrès, le public, les universités, et ainsi de suite. Donc l'innovation, en fait, ne peut pas exister sans une compréhension de tout l'écosystème autour d'une agence. Et ça, c'est la première leçon. Nous, scientifiques, nous tendons à être dans une tour d'ivoire, et donc on s'isole des autres éléments de la société. C'était la première leçon que j'avais apprise. On ne peut pas être efficace en tant que directeur d'agence de recherche sans être connecté à tout l'écosystème. Et c'était une période extraordinaire, parce que le génome humain était en train d'être fini. Là, je vous montre, par exemple, une série de résultats sur ce qu'on appelle les découvertes génomiques, où on fait des études, où on compare les malades, les patients, à des personnes normales, et on essaie de découvrir s'il y a une différence génétique. En 2005, on fait une découverte sur la dégénération maculaire du vieillissement, et on découvre en fait que cette dégénération n'était pas une dégénération, c'était une maladie inflammatoire des vaisseaux, et que c'était en fait relié au facteur H. Je vous passe les détails. J'étais très content parce que c'est la première découverte qui était faite après avoir fait des investissements dans ces études-là. Quand on est directeur d'agence, on veut avoir des résultats. Je vois André Sirota et je sais que c'est important de pouvoir démontrer des résultats, surtout aux autorités. Donc je leur dis, voilà, on a trouvé un truc extraordinaire. L'année d'après, 2006, on en fait 3. Donc je retourne au congrès et je leur dis, voilà, on a été 3 fois plus productifs cette année. On en a fait 3 découvertes. Donc ils aiment ça. Et puis tout d'un coup, explosion. Tous les trimestres, pratiquement, il y avait 20 découvertes. Donc là, je vous dis toutes les découvertes qui se sont faites, par exemple, en diabète, en maladie inflammatoire de l'intestin, et ainsi de suite. Explosion. Explosion extraordinaire de connaissances, d'articles. Super. Mais le problème, c'est que l'explosion des données n'est pas équivalente à l'explosion du savoir. Et il y avait un problème, un paradoxe. Plus on faisait de découvertes, plus on avait de données, et il semble que ces données-là n'étaient pas transmises, n'étaient pas traduites en bénéfice direct. En fait, quand on voit le nombre de molécules qui ont été approuvées par la FDA pendant ces années-là, il y avait une chute extraordinaire du nombre de molécules. Il y avait 53 molécules en 1996, 19 en 2007.
Donc, chute de productivité de la recherche, augmentation des dépenses de recherche au NIH, doublement du budget, dans les sociétés pharmaceutiques, quintuplement du budget en 15 ans, et nouvelles molécules baissent de 50%. Il y avait quand même un dilemme à résoudre. Comment on le résout? Donc on avait dit, il faut absolument créer de nouveaux impératifs pour le NIH, accélérer le rythme de découverte était important, supporter une connaissance plus profonde de la pathobiologie des maladies avant tout dommage irréversible, trouver un moyen de traduire ces découvertes plus rapidement et trouver un moyen de combler ce fossé translationnel, cette déconnexion entre les découvertes qui étaient en accélération et les applications médicales. D'où cette roadmap ou feuille de route qui avait 3 thèmes principaux. Je l'ai décrit pour vous, pour bien comprendre que c'était le résultat de travaux assez étendus. Mais en fait, les thèmes sont pratiquement les mêmes à travers le monde. Un, c'est ce qu'on appelle New Pathways for Discovery, c'est-à-dire que la complexité de la biologie est telle qu'il faut découvrir de nouvelles voies de découverte. Le deuxième, c'est que l'organisation des équipes de recherche devait être plus fluide, plus interdisciplinaire. Il fallait créer des mécanismes d'interaction. Et 3, il fallait absolument réinventer la médecine translationnelle, la médecine clinique. Et bien sûr, le schéma classique avant cette feuille de route, c'était un schéma linéaire. On va au labo, on découvre quelque chose, on fait de la translation entre modèles animaux et ensuite on va chez l'homme et on va en recherche clinique, ensuite en population et public health. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de prédictivité ou plus de prédictivité dans les modèles animaux. Et en fait, la théorie sous-jacente, c'est que tous les scientifiques ont cru dans les années 90 au pouvoir, à la puissance, the power, des nouveaux modèles animaux transgéniques, de la génomique, de toutes ces techniques qui étaient extraordinairement excitantes, mais qui en fait n'ont pas donné les résultats voulus. Et elles ont encouragé en fait un éloignement de la compréhension de la biologie humaine dans son contexte. Et donc ce fossé-là devait être changé avec un nouveau concept, si vous voulez, un concept circulaire, où on ne devait pas permettre justement une linéarité, où les sciences de base passent ça aux sciences cliniques et ainsi de suite. Il fallait avoir une interaction plus grande, d'où ce concept de médecine translationnelle comme nouvelle discipline de médecine. Aujourd'hui, notre capacité de réaliser justement ces progrès est absolument limitée par la complexité de la biologie. C'est le puzzle qui est en face de nous. Comment le surmonter? C'est clair qu'on ne peut plus considérer nos études comme étant celles d'une molécule à la fois, mais on doit comprendre toutes les interactions moléculaires, on doit les comprendre de manière absolument quantitative, et surtout comprendre que les systèmes biologiques, en fait, sont faits de plusieurs couches qui sont intertwined, qui sont entrecollées, à partir desquelles, justement, il y a des propriétés émergentes qui se développent, et qu'il faut bien comprendre le système de manière holistique. Donc, il ne faut plus parler d'une molécule à la fois ou d'une biologie moléculaire, il faut comprendre les réseaux de molécules qui interagissent en modules, par exemple le module immunitaire ou le module de trafficking des cellules ou de signaling. Et ces modules, cette approche de biologie modulaire, en fait, c'est peut-être la solution au problème de la complexité. Et donc de comprendre les phénomènes biologiques à toutes leurs échelles, que ce soit épigénétique, le contrôle de l'ADN lui-même, génomique, ou la transcription, la translation, la régulation de la protéomique et les conséquences, si vous voulez, d'une couche à l'autre des manifestations biologiques, et bien sûr, non seulement au niveau de la cellule, mais au niveau des organes, des tissus, des organes et de l'organisme. Et il ne faut pas oublier l'environnement, bien sûr. Et ça, c'est un point difficile à faire, à établir. Pourquoi? Parce que l'environnement est quelque chose encore qu'on ne considère pas comme étant nécessairement influent sur la biologie. Et pour démontrer que c'était effectivement très influent sur la biologie, il a fallu que je fasse une expérience assez unique que je vais partager avec vous. Et c'est une expérience qui consistait à emprunter le David de Michel-Ange de Florence, parce que nous étions sûrs que cette statue n'a pas d'ADN, il n'y a pas de génétique. Et nous l'avons amenée aux États-Unis, et après 1 an,
de ces jours, nous avons prouvé que l'environnement des États-Unis était quand même un facteur important dans le diabète et l'obésité. Donc, décrypter la complexité biologique, c'est notre défi. Il faut comprendre, comme on comprend un circuit électronique, si vous voulez, les réponses modulaires, les comprendre mieux, les comprendre de manière quantitative. C'est ce que j'appelle l'ère de la biologie quantitative des réseaux, de ces modules moléculaires. Et pour cela, il va y avoir un changement radical des méthodes biologiques d'exploration qui est en train d'arriver. D'ailleurs, on va passer de destructif à non destructif, comme l'imagerie, de qualitatif à quantitatif. C'est très important parce qu'on ne peut pas vraiment prévoir l'action d'une molécule sans ça. D'expérience unidimensionnelle à d'expérience multidimensionnelle pour voir plusieurs paramètres à la fois, en résolution temporelle élevée, spatiale, avec une densité d'informations extraordinaire. Il faudra développer des normes communes à l'échelle internationale pour justement comprendre toutes ces data, ces informations biologiques et arriver à les cumuler d'un laboratoire à l'autre. Donc la prochaine frontière, c'est le développement de cartes biologiques quantitatives et fonctionnelles. Et ce qui va être important, c'est qu'on va découvrir des molécules, ce qu'on appelle les molécules hub molecules, des molécules carrefour, qui vont jouer un rôle dans plusieurs maladies, par exemple. Ici, je fais juste un schéma de 3 maladies avec plusieurs formes, où vous pouvez avoir une maladie qui a exactement la même apparence clinique, mais qui en fait vient de 2 réseaux différents, une autre qui a une apparence clinique complètement différente, un phénotype différent, mais en fait qui partage une molécule entre les deux. Et en fait, on est en train de renverser le développement de recherche, le processus de recherche et développement, on est en train de l'inverser. Avant, on avait des outils, les petites molécules, on les essayait sur des targets. Maintenant, c'est l'inverse. On va comprendre des réseaux, les molécules importantes, on doit les comprendre à l'échelle fonctionnelle, la biologie, et les outils, eux, doivent être multiples. Donc, on pourra, si vous voulez, découvrir des réseaux, et par exemple, cette molécule-là, qui fait partie de 3 réseaux, devient plus importante qu'une qui fait partie que d'un réseau, par exemple, celle-là. Mais ce sont des décisions qui sont beaucoup plus importantes que l'outil que l'on va utiliser pour modifier le comportement du système moléculaire, que ce soit des anticorps ou des petites molécules ou microRNA. Une inversion. Et certainement, les médicaments vont constituer une part des solutions thérapeutiques, mais pas toute la solution thérapeutique, comme je l'ai dit. Et il faut comprendre qu'on est en train de passer d'une phase réductionniste, où les éléments, les composants du système ont été élucidés, à une phase intégrationniste, où maintenant c'est vraiment le logiciel du système, donc passer du hardware au software de la vie, par la compréhension de ces voies moléculaires. Je crois que c'est le thème central à venir dans ce siècle de la recherche biomédicale, l'innovation biomédicale. Et en final, ce que je voudrais dire, c'est partager avec vous une synthèse possible de cette discussion que nous avons eue aujourd'hui, essayer de comprendre en fait l'évolution des sciences. Et la meilleure manière de la représenter pour moi, ça a été de la représenter en courbe de S et essayer de voir à travers la comparaison avec d'autres sciences, par exemple la physique et bien sûr la biologie, quelle est l'évolution classique. En général, il est clair que toutes les sciences commencent par des observations empiriques qui se font en fait à l'échelle de l'organisme, comme l'ANEC. L'ANEC utilisait des méthodes, il essayait de comprendre un organe, l'organisme. Donc les observations empiriques qui sont de plus en plus rigoureuses, et ensuite qui ne sont pas qualitatives, mais il y a une croissance des données quantitatives qui se réalisent. Et en physique, on voit bien ça au moment initial de la compréhension de l'électricité, du magnétisme, des phénomènes qui sont considérés comme étant en fait différents et qui plus tard sont intégrés. Il y a une phase, bien sûr, réductionniste, on essaie de comprendre les éléments du système, une phase très, très productive d'ailleurs, qu'il a été en biologie depuis les 50-70 années qui sont passées. La découverte de la structure de l'ADN, par exemple, a déclenché ce phénomène. Cette phase réductionniste, ensuite, se traduit par une multiplication d'informations, et pas nécessairement une connaissance. Et c'est à ce moment-là que cette explosion de données doit nous amener à une meilleure compréhension des sous-systèmes. Il y a une accélération. Et ensuite, on voit bien qu'en physique, c'est déjà arrivé. Les sciences physiques sont déjà là, où elles essayent de, justement, intégrer toutes leurs connaissances dans des théories unifiantes. Les sciences biologiques ne sont pas là du tout. Les sciences biologiques, au maximum, sont à ce niveau.
Mais ce qui est important, c'est qu'on passe de plus en plus du qualitatif au quantitatif, mais aussi on passe d'une échelle grande à une échelle atomique. Et ces deux phénomènes en parallèle demandent à ce qu'on développe des technologies appropriées. Donc, le support de la science biomédicale doit maintenant de plus en plus se faire non seulement sur les questions biologiques, mais aussi sur les technologies d'exploration. Et ça, c'est vraiment un grand challenge parce que la biologie, typiquement, à l'opposé de la physique, qui demande des instruments extrêmement coûteux, la biologie est en train de demander des instruments de plus en plus coûteux, effectivement. Il faut se rendre compte que cette évolution est lente. Elle est d'à peu près 150 ans. Donc la biologie est vraiment dans son enfance. Et il faudra quand même pousser pour pouvoir avoir les ressources, pour pouvoir justement faire cette recherche. Et la dernière leçon que je pourrais partager avec vous, c'est qu'après des années d'expérience dans le domaine, on m'a toujours posé la question, c'est quoi la meilleure méthode d'encourager l'innovation? C'est quoi la meilleure méthode de rendre des scientifiques productifs? Comment, le directeur, comment nous, politiciens, payeurs d'impôts qui avons dédié autant de ressources au NIH, comment pouvons-nous savoir que vous faites la bonne science? Et en fait, je suis arrivé à une conclusion, c'est que les scientifiques sont fondamentalement des artistes. On ne gère pas un scientifique, on ne dirige pas un scientifique, comme on ne dirige pas un artiste. Un artiste, on lui donne des pinceaux, des couleurs, un tableau, et puis on s'attend à un chef-d'œuvre. Ce n'est pas toujours le cas. Mais ce qui est clair, c'est qu'à la différence des artistes, les scientifiques utilisent la méthode scientifique, mais cette méthode scientifique-là ne s'applique pas à eux. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas inverser et penser qu'on peut diriger la science avec la même rigueur que l'on performe, que l'on exécute les programmes scientifiques. Et bien sûr, il faut devenir un peu plus maintenant politisé, si vous voulez, comme scientifique. Tous les membres du Collège de France le savent bien, les scientifiques détestent la politique. On veut rester à l'écart de cette politique, mais il y a une tension de plus en plus grande à travers le monde que je voudrais partager avec vous, c'est la tension centralisatrice et décentralisatrice. Les gouvernements veulent des résultats à court terme pour que leur investissement en recherche produise des compagnies, des jobs. Les chercheurs veulent des investissements à long terme et surtout ne pas décourager la recherche fondamentale. Je viens de faire le cas pour vous qu'en fait, ce qui bloque le développement de traitements biomédicaux, c'est le manque de compréhension à l'échelle fondamentale de la complexité biologique. Donc on ne peut pas s'arrêter d'encourager la recherche fondamentale. Il faut absolument qu'elle soit encouragée par les États. Par contre, cette tension, dans beaucoup de régions, beaucoup d'États du monde, est en train de favoriser la recherche appliquée à court terme aux dépens de la recherche fondamentale à long terme. Et donc, il est très important que l'on sorte de notre tour d'ivoire, qu'on s'engage avec les forces politiques et les forces sociales, et surtout, quoi que l'on fasse, il faut toujours réserver un petit pourcentage de nos ressources à ce que j'appelle le pourquoi pas. Why not do this? Il faut toujours avoir un peu de ressources pour encourager les jeunes innovateurs qui viennent et qui vous proposent une idée folle, comme moi, j'ai eu la chance de le faire il y a 30 ans à Johns Hopkins. Je vous remercie pour votre attention.